Déjà, en guise d'introduction, je suis vraiment ravi de l'ensemble des personnes qui sont présentes ici et Philippe également du discours que tu viens d'avoir, parce que ça va faire un écho direct, mais dans un autre langage, voilà, qui n'est pas forcément celui ni des sciences humaines et du littéraire, ni celui des sciences de l'information et de la communication, et qui est celui plutôt de la cybernétique, puisqu'effectivement, moi, à l'origine, j'appartiens au laboratoire IRSIN, l'Institut de recherche en communication et cybernétique, qui depuis le 1er janvier a fusionné avec le laboratoire d'informatique pour créer le LS2N, le laboratoire des sciences du numérique de Nantes. Nous sommes 450 chercheurs maintenant, répartis sur 4 sites avec 5 tutelles, assez nombreux. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais une vidéo à vous montrer, parce que je viens de la rajouter. Je n'ai pas résisté à cette envie de vous montrer cette vidéo, et on va en discuter tout de suite après. Et pourquoi ça ne marche pas, en fait? Oh, incroyable. Parce que c'est le thème de la journée. C'est le thème de la journée. On va essayer en mode recopie vidéo. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on va improviser autre chose. Est-ce que si je passe en plein écran, c'est bon? Ah, parce que vous avez eu des gros soucis, je crois, aussi en début de matinée, c'est ça? En fait, avec le Mac, la vidéo fonctionne pas très bien. Normalement. Tu veux que je fasse appel à Gwen Labatte? C'est pas grave, je vais... Non mais t'embête pas, je vais faire différemment. On va montrer la vidéo et puis je vais faire du... On va générer un PDF, c'est pas grave. Ça va prendre un tout petit peu plus de temps. Vidéo, tac, recherche. Ça, et puis pendant ce temps-là, je vais faire un joli PDF. C'est clair. Emmanuel, c'est le moment de poser les questions, mais on n'a pas encore fini, donc voilà, tac, ça génère, on devrait y arriver. Et pendant ce temps-là, je peux vous montrer la vidéo. Là, ça devrait marcher. Vous vous souvenez sûrement, pour ceux qui ont vu cette vidéo, ce qu'il fallait voir, c'était les 7 premières secondes. C'est le 5e élément, au moment où, si vous avez vu le 5e élément, au moment où Lilou revient sur une planète et qu'elle va essayer de sauver le monde. Et donc elle est toute seule dans le vaisseau spatial à l'arrière, elle se dit oh là là, il faut que je comprenne un peu ce qui se passe. On lui donne un écran, on lui donne une interface qui à l'époque est une dalle tactile, même si ça n'existait pas à cette époque-là, ils avaient vu loin. Et puis elle va taper quelques mots-clés, et là elle accède. Je vais faire un arrêt sur image. Donc elle va taper des mots-clés, et effectivement elle va taper le mot war pour essayer d'avoir des images derrière. Et là ce qu'on voit là, c'est surtout ça qu'il ne faut pas qu'on ait, c'est-à-dire une vraie liste de documents derrière qui n'auront aucun récit, qui n'auront pas de sens, puisqu'en fait il n'y a pas d'historien derrière qui va lui raconter ce qui s'est passé et qui va lui permettre de comprendre que finalement toutes ces images-là qu'elle voit sont liées effectivement à une problématique qui a eu lieu au début du XXe siècle, mais finalement c'est dans un contexte donné, voilà. Et ce contexte elle ne l'a pas, elle ce qu'elle voit c'est ces images-là. Et finalement, quand nous on essaye de mélanger du numérique et de l'histoire, on essaye de donner sens à tout ça en fait. Voilà. Tout ça pour... Tac. Hop, voilà. Tout ça pour vous dire que donc Mathilde m'a proposé de parler de l'utilisation du numérique pour comprendre le patrimoine. Et nous, ce qui nous qualifie dans notre équipe de recherche, on travaille essentiellement sur la gestion des connaissances. Alors on est à cheval entre les modèles 3D, je vais vous en parler un tout petit peu, et puis également les modèles sémantiques, c'est-à-dire comment on structure cette connaissance. Voilà, je viens de l'illustrer, on a des images d'un côté, et on a, je caricature, des ontologies de l'autre, comment on arrive à mélanger les deux pour donner du sens. Le point de départ de nos recherches est assez ancien, puisque ça va faire, je dis nous, puisque je travaille avec Jean-Louis Carenton, qui est historien et qui travaille sur du patrimoine industriel, scientifique et technique au centre François Viette, donc à l'université de Nantes. Voilà, on a travaillé depuis longtemps sur l'idée d'utiliser le virtuel pour conserver notre patrimoine scientifique, technique et industriel. Autrement dit, comment on va faire des images, entre guillemets, virtuelles sur des machines, sur des anciennes usines qui sont arrêtées, puisque c'est très difficile d'essayer de comprendre comment ça se passait. Le meilleur contre-exemple qu'on peut l'avoir, et je le dis ouvertement, parce que c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Daniel Toulouse, qui était l'ancien directeur du musée des Arts et Métiers,
c'est que le musée des arts et métiers, il y a un certain nombre de machines qui sont extraordinaires, mais qui sont un peu comme des poissons dans un aquarium, le truc est derrière une vitre et ça ne marche pas. Or, lorsque l'abbé Nollet a créé le musée des arts et métiers, enfin le Conservatoire national des arts et métiers en 1792, il y avait un objectif, c'était de former les apprentis et former les ingénieurs, donc sur des maquettes qui fonctionnaient, voilà, qu'on pouvait manipuler. Malheureusement, maintenant, tout est inerte et ne bouge plus. Donc notre idée était de dire, bah tiens, faisons vivre tout ça et comment on peut le faire vivre. On est passé d'un objet réel à un objet virtuel avec plein de finalités, et là je rejoins exactement ce que tu viens de dire Philippe, sur le fait que lorsqu'on démarre ces projets-là, on sait qu'il faut le faire, mais on ne sait pas trop ce qu'on va le faire et comment on va le faire, et quelle va être la finalité de notre modélisation virtuelle. On a vu un certain nombre de finalités, alors voilà, valorisation muséographique, je vais en parler, thésaurie virtuelle, archéologie industrielle où on va faire de la sauvegarde, puisque du jour au lendemain une machine est découpée au chalumeau, il faut aller la sauver. Ça peut être une reconstruction, soit à échelle 1, fonctionnelle, soit une maquette pour un musée également. Ça peut être d'utilisation didactique pour des experts ou des étudiants. C'est également maintenant justement dans nos appels à projets généralement un des volets qu'il faut absolument mettre en place, c'est valoriser ça auprès des experts et auprès des nouvelles générations. Et enfin, moi, ce qui me touche un petit peu plus, parce que je suis issu du domaine industriel, l'industrie lourde, manufacturing, c'est un tremplin pour l'innovation, à savoir comment on va proposer aux entreprises de demain de réutiliser ce savoir-faire pour éviter qu'elles réinventent la poudre. Et réinventent la... Voilà. Notre démarche, et là ça rejoint exactement ce qui vient d'être présenté précédemment, est de dire que en général, à la fin, on sait qu'on va faire un projet de valorisation, on va en faire quelque chose, par contre on ne sait pas trop comment le faire. Pour avoir travaillé avec un certain nombre de musées, usuellement on part de la première phase de capitalisation et puis tac, on va directement valoriser les choses. Et manque de bol, on va utiliser une technologie, on va faire un dispositif, et puis dans 5 ans, la technologie va complètement changer, elle va complètement évoluer, on prend, on met tout à la poubelle et on recommence. Et bien c'est surtout pas ça qu'il faudrait qu'on fasse, c'est justement qu'on essaye de structurer cette connaissance pour qu'elle soit pérenne pour dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, souvenons-nous de Lilou qui regarde toutes ces images. Donc ce qu'on propose nous, c'est justement de travailler sur la gestion des connaissances. Alors la gestion des connaissances, ça va faire appel effectivement à un certain nombre de domaines métiers, de modèles également, pour gérer toutes ces connaissances-là. Et c'est là où ça prend du sens par rapport au projet de Mathilde, puisqu'on est à cheval entre des humanités numériques, un patrimoine littéraire, et puis derrière des outils du numérique qui parfois sont un peu trop, et je caricature, qui ont des œillères, parce que voilà, on a toujours fait comme ça, on continue à faire comme ça, et demain on fera comme ça. D'où mes questions, notre collègue est parti de Tours, je ne le vois plus dans la salle. Il fait court là. D'accord, mais d'où mes questions ce matin, il lui dit bah ouais, mais la pérennisation du modèle donné, qu'est-ce que c'est? Parce que est-ce qu'on veut si on souhaite le réutiliser, comment on va pouvoir le réutiliser dans un autre cas d'application? Nous, ce qu'on propose, c'est effectivement de constituer ce qu'on appelle un dossier d'œuvre patrimonial de référence, puisque la terminologie dossier d'œuvre existe dans le domaine des musées. Dans le domaine de l'industrie lourde, on a des maquettes numériques qui permettent de structurer tous nos modèles, à savoir l'A380 a été testé virtuellement, il a été labellisé virtuellement et après on a pu l'envoyer dans les airs. Et ben pourquoi, lorsqu'on fait du patrimoine numérique, on ne serait pas capable de dire que le modèle numérique en lui-même est source de connaissances, il encapsule toutes les connaissances possibles et demain on le valorise de la manière que l'on souhaite, puisque le site web c'est une forme de valorisation, une utilisation pour des experts c'est une forme de valorisation, un parcours également dans une ville c'est une autre forme de valorisation. Bref, et on peut en voir sûrement d'autres formes que l'on n'a pas encore envisagées. Pas plus tard que ce matin, dans le cadre d'un réseau européen, on était en train de définir le terme de musée virtuel. Qu'est-ce que c'est que The Virtual Museum? Voilà, c'est une vraie question. Est-ce que c'est un double numérique du musée physique? Est-ce que c'est une nouvelle existence? Enfin voilà, essayer de définir ce que ça peut être. Bon, normalement, il y avait des petites vidéos, je suis désolé, mais du coup, c'est un PDF, donc ça bouge pas. Comment digitaliser notre patrimoine? Donc, on est vraiment à la frontière entre deux domaines. Celui de tout ce qui touche aux bases de connaissances, pourquoi pas au SIG, je vois Vincent qui est dans la salle également, qui travaille sur tout ce qui est géographique, sur tout ce qui est ambiance, c'est-à-dire une vraie interface avec le monde réel. Et puis on a également d'autres outils qui là fonctionnent depuis maintenant plus de 30 ans dans l'industrie lourde, qu'on appelle la conception assistée par ordinateur, voilà, le computer graphique également. Plus récemment, la grande mode c'est le BIM, donc tout ce qui est modèle structurel pour le génie civil. Mais le BIM, ce sont des modèles de données qui sont issus là aussi de la mécanique, des choses qu'on fait depuis 30 ans. Et si on n'avait pas eu ces modèles-là, on n'aurait jamais des super voitures telles qu'on l'a de nos jours, avec des jolies formes bien rondes. Voilà.
on aurait continué à avoir des formes très carrées et rectilignes. Bref, je vous passe ces histoires-là. Ce qui est certain, c'est que toutes ces images-là, il faut leur donner du sens. Voilà. C'est pour ça que j'ai provoqué en marquant quelle déontologie. Ouais, je ne peux pas virer le petit truc là. Non, quelle déontologie de ces images. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Dans le cadre du projet avec Mathilde sur le patrimoine littéraire numérique, la vraie question, c'est ce qui est sous la surface de l'iceberg, ce qui est sous l'eau. Parce que le public va avoir une toute petite partie. Mais il y a forcément plein de connaissances qu'on va vouloir encapsuler derrière, et c'est là où ça se complique. Vincent, j'en suis comment dans le timing? Ok. N'hésitez pas à m'interrompre hein, si jamais ça vous paraît abscon. Le BIM, Building Information Modeling, c'est une façon de structurer les données virtuelles pour construire les bâtiments. Voilà, une façon de travailler en fait, c'est non seulement le processus de travail qui est collaboratif, donc qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'on doit mettre tout le monde sur la table au début en fait du processus. Et en plus, on va s'appuyer sur les outils numériques donc, qui permettent non seulement d'avoir la maquette géométrique 3D, mais en plus toutes les informations associées, toute la sémantique finalement de cet élément. Donc on sait que ces éléments sont informés et vont servir à bien d'autres choses que simplement représenter l'information. Ça va servir aux économistes, à tous les gens qui vont interagir dans le projet. Donc c'est en train de se mettre en place aujourd'hui, actuellement, dans le milieu du génie civil, des travaux publics, etc. Et ça pose beaucoup de problèmes, surtout pour les changements des méthodes de travail, ce qui reste le point difficile. Donc précisément, l'exposé précédent. On est confronté nous à ce moment-là, quand on travaille avec, on a échangé pas mal avec des enseignants justement dans le domaine du bâtiment qui sont confrontés à ce problème-là. Il y a une grande demande de formation dans les établissements de formation, mais aussi chez les professionnels. En fait, c'est un dispositif, imagine, tu achètes ton appartement et tu as tout l'historique, tu sais où tout passe, tous les artisans qui pourront donc avoir accès à cet historique numérique de ton appartement, sauront où passent les choses, etc. Et on saura qui a participé à quoi. Avec une vraie force pour le génie civil, c'est qu'il y a un texte de loi qui oblige d'avoir une maquette numérique. Chose qui n'existe pas dans le domaine de la mécanique, dans le domaine du patrimoine. Voilà, on n'a pas encore, on peut dire, ce type de support et de soutien derrière. Voilà. Là, je reprends des travaux qu'on mène avec Emmanuel Bousquet, qui est au fond de la salle, sur tout ce qui est alliance justement entre les sources historiques et la représentation physique de l'objet. Finalement, ce qui est important, c'est de retourner aux sources d'origine. C'est bien d'avoir une interprétation, mais je crois qu'on l'a vu ce matin, le texte d'origine est vraiment là où est le cœur de notre système et ce qu'on souhaite capitaliser. Et une fois qu'on a capitalisé ces sources, on va pouvoir mettre un niveau d'interprétation, un premier niveau, un deuxième niveau, un troisième niveau. Mais il est en tous les cas indispensable de bien stocker ces sources-là et de ne pas les oublier. Voilà. C'est là-dessus que je voulais en venir. D'un point de vue multidisciplinaire et interdisciplinaire, sur le projet que je vous ai montré rapidement juste avant, alors je suis navré, là aussi l'image ne bouge pas, mais là c'est une numérisation 3D des anciens salons Mauduit qui étaient à Nantes, qui a été faite par un cabinet géomètre. C'est quoi un module? Pardon? Quand vous dites module, vous parlez Mauduit, les salons Mauduit en fait. Ah, module. Les salons Mauduit, c'était. Emmanuel, tu veux en dire un petit mot, s'il te plaît? Le salon Mauduit, c'est un salon qui date du début du XXe siècle, qui était à Nantes et qui a servi pendant quasiment un siècle à plein d'événements nantais, qu'ils soient sportifs, politiques, culturels. Voilà. Et pour les Nantais, c'est un salon qui a été détruit tout dernièrement, l'an dernier, je crois. Et pour les Nantais, ça a une valeur patrimoniale importante parce qu'ils ont sûrement à un moment donné de leur vie participé à quelque chose. Donc la réflexion était sur comment recréer cet espace de façon virtuelle, Voilà. en alliant les éléments patrimoniaux. Donc on a fait travailler des étudiants effectivement en histoire, des étudiants dans le domaine du numérique, il y a eu un peu d'archi également par-dessus. Enfin, il y a eu énormément en fait, de compétences qui ont été mélangées, exactement comme on vient de le voir dans le projet précédent, pour arriver à les faire travailler tous ensemble. Et finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que toutes ces couches, comme on peut les appeler, là, voilà, médiation numérique, historique, ingénierie numérique, la partie archéologie ou architecturale également, eh bien, vont utiliser tous les mêmes éléments de discussion, par contre avec des niveaux de vocabulaire différents. Et c'est là où est la force de l'interdisciplinarité. C'est ce qui nous a amené sur Nantes
à réfléchir, à pouvoir travailler ensemble avec d'autres structures, d'où la collaboration. Allez, je passe vite parce que sinon on en parle à la main. Hop. D'où le fait d'essayer de collaborer entre l'AMO, justement, le laboratoire ici représenté, le LARA également, qui est le laboratoire d'histoire et d'archéologie à Nantes, le laboratoire d'histoire des sciences et des techniques, le CV, et puis l'ex-Kirsin, qui est maintenant le LS2N. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse travailler ensemble sur des projets transdisciplinaires, justement, où on va non pas chacun être asservi l'un par rapport à l'autre, mais au contraire avoir chacun nos problématiques et ensemble arriver à converger. Et là, on peut vraiment faire de l'interdisciplinaire. Effectivement, c'est difficile, c'est sûr, mais c'est extrêmement riche. Donc on a eu un certain nombre d'expertises pour des collectivités, des partenariats interdisciplinaires qui ont été faits, etc. etc. Et puis également, cette année, on a mis en place un certain nombre de modules de formation. Donc Emmanuel a un master du côté de la fac de lettres. Moi, j'ai également mis une option de 130 heures au sein de l'école centrale pour pouvoir mélanger ces populations de futurs... le métier n'existe pas, justement, mais il faut qu'on arrive à le créer. En tous les cas, qu'ils puissent travailler ensemble sur des projets interdisciplinaires qui allient du patrimoine et du numérique. Et petite publicité, on a un séminaire qui est mensuel, qui a lieu tous les jeudis après-midi sur corpus et humanité numérique, qui a lieu ici à la MSH et qui est en synchro avec l'ITEM à Paris. Voilà. Si tu veux en dire un mot, Emmanuel, tu peux aussi. Non, on s'est rendu compte que pour tous nos travaux, comme on fait aujourd'hui, on a des retours d'expérience qui sont toujours intéressants et donc des échanges à propos de sujets extrêmement différents. Et donc on a monté ce séminaire avec l'école normale supérieure en vidéoconférence et on peut ainsi échanger de façon très pratique, aussi bien sur les techniques que sur la façon de voir les traces et la patrimonialisation, etc. Voilà. Pour terminer, parce que je pense que là ça va être l'heure, à peu près. 3 minutes. 3 minutes, parfait. Je voudrais vous montrer une vidéo pour ceux qui n'ont pas vu le dispositif encore. On a travaillé il y a quelques temps avec le musée d'histoire de la ville de Nantes pour un projet qui s'appelait Nantes 1900. Alors, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont eu écho de ce projet. En tous les cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller au musée d'histoire de la ville, donc au château des Ducs de Bretagne. Vous allez en salle 21, vous prenez l'ascenseur, hop, direct au 4e étage, au fond à droite, ça sera plus simple. Pourquoi je vous dis ça? Puisque sur un dispositif numérique dans un musée, on est censé passer moins de 3 minutes normalement. Et avec le dispositif que je vais vous montrer là, en général, on y passe quelques dizaines de minutes. Voilà, donc on coupe un peu court au processus habituel. Ce projet-là, il est né il y a une dizaine d'années, lorsque Christophe Courtin, qui est en charge du service Nouvelles Technologies au musée d'histoire de la ville de Nantes, Bertrand Guiel, conservateur et directeur en chef du musée, et puis Jean-Louis Carenton, un jour ils se sont retrouvés devant l'objet dont je vais vous parler, et ils se sont dit, oh là là, mais en fait, on a déjà fait plein d'études sur cet objet, ça serait bien qu'on le fasse parler. Voilà. Et l'idée était juste de dire, on va faire parler cet objet. Depuis, il y a plus de 120 étudiants qui ont travaillé sur cet objet. Il y a eu une thèse CIFRE également qui a été réalisée, et ça a donné ce truc-là, au bout du compte. Ça a donné ça. Donc là, ce que vous voyez, c'est une maquette qui représente la ville de Nantes, qui a été commandée par Chambre de commerce et d'industrie en 1898, qui a été réalisée par Paul Duchesne, qui était maquettiste à Nantes en 1899, et exposée à Paris à l'exposition universelle, avec plein d'autres maquettes des ports en France. Cette maquette est à l'échelle 1/400e, elle représente à peu près 50 hectares de la ville de Nantes, elle démarre depuis la FNAC, donc la place de la Bourse, et elle descend surtout la partie industrielle de la ville. Alors vous allez me dire pourquoi pas le centre-ville de Nantes? Eh bien tout simplement puisque la CCI a demandé à la mairie de financer une partie de la maquette, donc le centre-ville de Nantes, et la mairie n'a pas voulu à l'époque. Donc la CCI a dit bah puisque c'est comme ça, on démarre depuis chez nous et on descend toute la zone industrielle, voilà, et maritime. Donc vous allez jusqu'à Trente-Mous, le Bas-Chantenay et un petit peu après le pont de Chevière.
Le dispositif, quel est-il? En gros, ce sont 3 dalles tactiles multitouch multi-utilisateurs en haute def qui possèdent une orthophoto de la maquette qui a donc été prise en photo en très haute définition. Et puis vous avez un certain nombre de points d'intérêt qui sont cliquables, un petit peu comme entre guillemets Google Maps. Lorsque vous cliquez sur une zone, vous avez accès à un carrousel avec la documentation qui peut être, je vais revenir en arrière, voilà, la documentation qui peut être historique, qui peut être du texte, de la vidéo, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur chacun des éléments que vous allez cliquer, en même temps, vous allez pouvoir avoir un système avec des vidéoprojecteurs qui va faire la réalité augmentée, qui va venir vous mettre en surluminance sur la maquette l'endroit que vous êtes en train de cliquer. Et en même temps, vu que derrière le système il est intelligent, il vous dit « Ah, tu viens de cliquer sur l'ABN, la biscuiterie nantaise, donc peut-être que tu t'intéresses à l'industrie agroalimentaire au début du XXe siècle, donc je vais te proposer d'aller voir du côté de l'usine Lu, le Fèvre Utile, parce que c'était un concurrent. » Voilà. Donc en fait, comme ça vous permet de faire des ping-pong sémantiques à l'intérieur de la base de connaissances, puisqu'il y a plus de 300 points d'intérêt qui ont été instanciés à l'intérieur du système. Et le système, il est vivant, c'est-à-dire que si demain on veut rajouter de l'information, eh bien, il y a une interface pour les médiateurs et les conservateurs, ils vont rajouter de l'information et automatiquement le système va s'ajuster dans la vidéoprojection pour les zones lumineuses que les liens sémantiques qui vont être faits entre les différentes notices. Voilà. C'est vraiment un système qu'on a voulu pérenne et autonome et qui permet également, et c'est là où c'est intéressant, d'accéder à des données parfois qui sont dites immatérielles. C'est-à-dire que si on s'intéresse, je ne sais pas moi, par exemple, à mon grand-père qui travaillait à l'ABN, c'est fictif, hein, mon grand-père ne travaillait pas à la biscuiterie nantaise, eh bien, mon grand-père qui était ouvrier à l'ABN, il y a eu un certain nombre de faits liés à la lutte ouvrière au début du XXe siècle à Nantes. Lutte ouvrière, c'est quand même un élément hyper compliqué à représenter, à matérialiser. Et bien dans le système, il existe. Et si vous cliquez sur lutte ouvrière, vous avez toute la maquette qui s'éclaire. Mais forcément, il est lié à l'objet. Et il va vous dire, ah, du coup, il n'y a pas que l'ABN qui peut être intéressé, il y a également d'autres éléments qu'on va pouvoir mettre en interrelation les uns les autres. Donc vous voyez, là, on est à cheval entre du spatial et du sémantique. Le temporel, il a été fait le choix de ne renseigner la maquette qu'en 1900. Puisque la maquette date de 1900, donc il a fallu le faire qu'en 1900. Sauf que les derniers retours et enquêtes qui ont été faits auprès du public montrent qu'ils aimeraient bien avoir un point de repère par rapport à du contemporain. Donc là, Christophe Courtin au Château des Ducs est en train de voir si on ne peut pas rajouter des éléments supplémentaires pour pouvoir faire des comparaisons par rapport à ce qui se passe de nos jours. Et du coup, il faut que je conclue. Parfait. Et donc pour conclure, je sais pas où vous avez passé mon truc. Tac, 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 tac. Il est là. Ouais, super, voilà. Et donc pour conclure, voilà. Pour vous dire que ce projet Nantes 1900, finalement, on a une exploration spatiale et temporelle qui est effectivement visible par le grand public, quoi. Mais derrière, on a une navigation sémantique. Et je crois que ce qui nous touche tous ici, c'est effectivement le fait que quand on parle de patrimoine et littéraire, eh bien, il y a vraiment du sens à donner. Derrière, il y a quelque chose d'intéressant. Et cette surcouche-là, eh ben, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Et finalement, si on est capable de renseigner correctement les choses et de les instancier avec du temps et de l'espace, ben derrière, on pourrait imaginer tout ce qu'on veut comme forme d'application. Et je dis imaginer, puisque je suis convaincu que dans 10 ans, il y aura une super technologie révolutionnaire qui va arriver, auquel personne n'aura pensé. Et ce qu'il faut, c'est absolument que toutes les connaissances que l'on capitalise maintenant, elles puissent être portées pour demain. Et en tout cas, c'est notre rôle à nous, en tant que chercheurs, je pense, de faire en sorte que ça soit pérenne demain. Souvent, quand je rencontre des conservateurs de musées ou des gens qui travaillent dans le patrimoine, je leur dis, mais vous savez, les applications one-shot, c'est bien, mais ça ne sert à rien de mettre de l'argent sur la table pour que demain, vous ayez à repayer pour redévelopper des sources et tout récupérer. Voilà. Il faut essayer de trouver, et là je vous rejoins sur la conclusion, un modèle économique qui tienne la route pour permettre quelque chose de pérenne. Au Château des Ducs, le modèle économique, il a été proposé. Malheureusement, on était peut-être un peu en avance sur nos temps et le poisson n'a pas mordu à l'hameçon, malheureusement. C'est-à-dire, le château a travaillé sur cette base de connaissances et le dispositif. Derrière, nous, chercheurs, on a travaillé sur le modèle de connaissances, mais il y a eu une entreprise privée qui a fait cette partie de l'iceberg que l'on voit, parce qu'il fallait un peu de cosmétique quand même, et des choses robustes pour le musée. Le modèle était de dire, si demain, une autre structure souhaite s'emparer de tout le dispositif, il n'y a aucun problème, tout leur est donné intégralement. La base de connaissances, les modèles de données, et également les développements sur les dalles tactiles et tout ça.
en échange, il y a un petit peu d'adaptation à faire, effectivement. Donc l'idée, c'est de dire, vous allez payer peut-être 2 ou 3 000 euros grand maximum pour faire les adaptations à une entreprise tierce, et en échange, toutes les mises à jour que vous aurez faites, eh bien, vous les reversez à ceux qui ont précédemment utilisé le projet. Voilà. C'était un modèle économique qui était assez intéressant. Malheureusement, ça n'a pas marché. Je pense que ce coup-là, il nous a manqué d'autres gens qui font effectivement du marketing ou de la com pour dire, modèle économique, il est là. Ce n'était pas notre métier à nous, en tant que chercheurs. Voilà, je crois que j'ai beaucoup causé, j'avais plein de trucs à vous dire, mais tant pis. Voilà. Merci. Merci.